Nous allons passer à une intervention donc, en visioconférence, enfin enregistrée, qui est celle de Jean-Alix René, professeur à l'Université d'État d'Haïti, qui a obtenu son doctorat à l'Université Concordia au Canada en 2014. Et l'ouvrage tiré de sa thèse, intitulé « Haïti après l'esclavage, formation de l'État et culture populaire », culture politique populaire, 1804-1846, a été publié en 2019 à Port-au-Prince et a obtenu le prix d'histoire de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Je précise que son intervention s'intitule « L'opposition vive denrée, les fondements de l'État en Haïti ». Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisateurs du colloque Haïti 1825 de m'avoir invité à présenter ces réflexions sur l'État haïtien au début du 19e siècle. Le titre de ma communication est « L'opposition vive denrée pour les fondements de l'État en Haïti ». Au début de l'été 1803, le général Jean-Jacques Dessalines expédie aux autorités américaines, anglaises et espagnoles une correspondance par laquelle il exprime la volonté des dirigeants révolutionnaires haïtiens de maintenir, voire renforcer, les liens économiques de l'ancienne colonie avec le marché atlantique, par entre autres choses, la poursuite de son approvisionnement en denrées d'exportation. Par cette correspondance, les dirigeants révolutionnaires haïtiens semblent avoir, avant même la proclamation de l'indépendance, écarté toute possibilité de changer la fonction que remplissait l'ancienne colonie dans l'ordre économique atlantique. Cette volonté de continuité soulève toutefois une série de questions cruciales auxquelles ces dirigeants auront à répondre après la proclamation de l'indépendance. Notamment, à qui doivent désormais appartenir les anciennes propriétés des colons français? Comment mobiliser et organiser les forces productives du nouvel État dans un contexte post-esclavagiste? Autrement dit, comment harmoniser la nouvelle réalité créée par la liberté et l'indépendance avec le choix de maintenir les liens avec le marché atlantique? Ce sont les réponses à ces questions ainsi que les réactions des diverses parties de la population, particulièrement les secteurs populaires, qui ont déterminé les caractéristiques de l'État mis en place en Haïti au cours des premières années d'existence nationale. Cependant, les dirigeants devaient aussi faire face à un impératif de taille. Ils avaient la responsabilité d'instituer un ordre politique et social capable de garantir l'abolition définitive de l'esclavage, l'égalité raciale et la pérennité de la souveraineté nationale. Ma communication entreprend de retracer le processus engagé par les dirigeants révolutionnaires haïtiens en vue de construire cet ordre social sans esclavage, mais paradoxalement arrimé aux logiques du monde atlantique. Mon objectif est donc d'analyser ces processus de formation de l'État dans le contexte postcolonial haïtien en mettant en lumière les formes de confrontation, de négociation ou d'alliance qui émergent des luttes entre les divers secteurs sociaux. Il s'agit d'interroger les arrangements instables qui se sont tissés entre, d'une part, les nouvelles élites issues de la Révolution, principalement les chefs militaires et politiques, et d'autre part, les classes populaires constituées par la masse des anciens captifs de ces domaines. C'est à partir de ce champ de tension, de conflit et possiblement de compromis que se dessine ce que l'on peut appeler dans toute sa complexité l'État haïtien en formation. À partir du soulèvement général de 1791 et plus encore après la proclamation de l'abolition générale de l'esclavage en 1793 par les commissaires civils français, les Gesson Tonax et Étienne-Paul Vérel, les anciens captifs engagent un tournant décisif, à la fois radical et massif. Ils rejettent avec résolution le modèle de production hérité de la plantation esclavagiste, refusant de perpétuer toute logique productive, les enfermant dans l'atelier de grande production. De préférence, ils abandonnent les ateliers, se répartissent
des parcelles sur les plantations et commencent d'expérimenter une économie de subsistance centrée sur la culture vivrière et orientée vers la construction de leur autonomie et la satisfaction de leurs besoins de personnel de consommation. Ces premières tensions sont suscitées et même encouragées par l'interprétation ambivalente de l'article 1er de la Proclamation de la liberté générale, qui fait des anciens captifs de Saint-Domingue des libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français. En effet, les captifs y lisent non seulement leur liberté personnelle, mais aussi leur pleine autonomie, c'est-à-dire la capacité de choisir leur lieu de vie, d'organiser leur temps et de ne produire que selon leur propre rythme et pour leur propre subsistance, rejetant ainsi le système de plantation. Face à cette lecture radicale de la liberté, le commissaire civil et Paul Vérel tentent d'en restreindre la portée par une proclamation en février 1794 par laquelle il réaffirme le lien entre liberté et travail, en assujettissant la majorité des anciens captifs au travail obligatoire sur les plantations. Par ce geste, il impose une définition de la liberté comme simple affranchissement corporel, vidé de toute aspiration à l'autonomie personnelle que recherchaient les anciens captifs. Parallèlement, les commissaires civils accordent des droits plus étendus aux chefs rebelles, qui font d'eux une catégorie d'individus bénéficiant des attributs formels de la citoyenneté. Et en vertu de ces privilèges, ceux-ci trouvent une légitimité de plus comme chefs et représentants de la masse des anciens captifs. Cette double conception et pratique de la citoyenneté ébauchée par les commissaires civils français est reprise et suivie par les chefs de la Révolution haïtienne depuis la période de l'ouverture jusqu'au XIXe siècle. Elle donne lieu à une configuration en deux domaines de l'ordre politique. D'une part, un réservé aux chefs et d'autre part, un autre domaine assigné aux cultivateurs. On est donc en présence d'une structure de double citoyenneté, l'une investie de droits, l'autre limitée à la protection contre les abus et contre le retour de l'esclavage. Ce dernier domaine est assez particulier, car il permet d'institutionnaliser en dehors de tout cadre juridique des relations directes et personnalisées entre le pouvoir et les individus, donnant lieu à une politique de protection pratiquée depuis le gérant d'habitation jusqu'au chef de l'État sur la base de la bienveillance ou de l'arbitraire. C'est précisément à cette architecture de l'ordre social que fait référence l'historien du 19e siècle haïtien Thomas Madiou lorsqu'il évoque l'existence en Haïti d'un pouvoir tyrannique et cruel quand le chef est méchant, juste et équitable quand il est bon. Ainsi, le conflit sur le nouvel ordre qui traverse l'ensemble de la période révolutionnaire ne s'éteint pas avec la proclamation de l'indépendance. Les dirigeants, loin de rechercher un compromis avec les aspirations des cultivateurs à l'autonomie personnelle, persistent dans une volonté de réorganisation de la structure productive selon les termes définis par les commissaires, mais cette fois-ci à leur profit. Ils entreprennent la nationalisation des anciennes propriétés des colons français, acte par lequel l'État abolit de fait la classe des planteurs blancs et devient le plus grand propriétaire foncier du territoire. Cette décision, largement saluée et applaudie par quasiment tous les secteurs de la société haïtienne, est perçue par la population comme une barrière définitive dressée contre tout projet de restauration de l'esclavage. Le grand défi devient alors l'articulation entre la relance des plantations et la conception populaire de la liberté. Une fois affirmée la volonté gouvernementale de restaurer la grande exploitation agricole, se pose la question décisive de la main-d'œuvre. Comment, dans un contexte révolutionnaire aussi radical, imposer à des gens proclamés libres et qui se reconnaissent aussi comme libres, le retour au travail dans le cadre des ateliers, lieu même de leur servitude passée. Cette contradiction freine considérablement l'action du pouvoir central. Le témoignage d'Alexis Dupuis, un contemporain de l'époque,
éclaire les circonstances de l'hésitation des dirigeants haïtiens. Selon lui, au lendemain de la proclamation de l'indépendance, les autorités ne disposaient ni du pouvoir coercitif nécessaire, ni de levier incitatif suffisant pour obtenir le consentement des cultivateurs. Alexis Dupuy insiste sur l'extrême fragilité du mouvement et souligne que l'usage de la force, dans un contexte de ferveur révolutionnaire encore vive, aurait été non seulement impolitique, mais potentiellement catastrophique. La coercition, affirme-t-il, aurait pu provoquer des conséquences des plus désastreuses. Lorsqu'à la fin de l'année 1804, les autorités se décidèrent enfin à ordonner le retour des cultivateurs sur les plantations, elles se sont simultanément engagées dans un vaste processus d'ingénierie sociale et politique. Le gouvernement inaugure sa politique de construction nationale par l'organisation de recensement général de la population, tant dans les villes que dans les campagnes, ce qui lui permet de produire une connaissance précise et systématique des habitants du territoire. La phase suivante est celle du renvoi sur les anciens ateliers. Là encore, une procédure stricte est instaurée et suivie. Les commandants d'arrondissement, munis de listes générées par le recensement, opèrent le tri final. Puis, font escorter par des détachements militaires les personnes assignées à une habitation. Et comme la majorité des travailleurs des ateliers à l'époque étaient des femmes, le gouvernement interdit aux cultivatrices de se marier à des militaires ou à des cultivateurs d'habitations différentes de la leur pour enlever tout prétexte au déplacement non contrôlé et surtout pour transférer le pouvoir exercé sur elles de l'espace domestique à l'État à travers les officiers fermiers. Une fois les habitations pourvues en main-d'œuvre, les autorités commencent l'organisation de la gestion quotidienne de la production. Contre l'attente des officiers et des cadres civils de l'administration, le gouvernement ne procède pas à la distribution des propriétés à titre de biens privés. Il procède de préférence par l'instauration de systèmes d'affermage par lequel l'État attribue pour une durée de 5 années une ou plusieurs habitations aux officiers selon leur grade et aux administrateurs civils en fonction de leur rang. Bien entendu, les cultivateurs n'ont pas consenti à la mission de produire les richesses destinées à enrichir ceux qui contrôlent les propriétés. Aussi, la décision des autorités de réactiver les ateliers a provoqué une résistance multiforme, faite d'insoumission, de diffusion de rumeurs, de fuites et de pratiques d'occupation illégale de terre. Les cultivateurs ne sont pas les seuls à se soustraire à l'autorité. Les soldats eux-mêmes, qui nourrissent les mêmes aspirations que les cultivateurs, désertent avec une ardeur qui inquiète le gouvernement. Par exemple, dans un régiment du Nord, le taux de désertion avait atteint jusqu'à 27% au cours de l'année 1805. Ces soldats rejoignent souvent les cultivateurs dans leur refuge et ensemble, ils bâtissent des communautés autonomes fondées sur des relations sociales égalitaires. Cette fuite des cultivateurs fait songer au marronnage de la période coloniale et esclavagiste. Mais elle est pourtant neuve. Au lieu de quitter radicalement, comme autrefois, le mode des plantations pour se réfugier dans les montagnes, nombre de cultivateurs font le choix de déplacement d'une habitation à une autre. Cette pratique qui marque une évolution significative dans les tactiques de résistance post-indépendance s'effectue souvent avec la complicité des fermiers et des commandants de communes qui cherchent à capter à leur profit ces cultivateurs comme main-d'œuvre, transformant ainsi leur propriété en refuge pour contestataires. Il convient alors de distinguer deux formes de fuite, l'une traditionnelle qui s'apparente au marronnage ancien et l'autre plus subtile et neuve qui relève d'un déplacement entre communes ou entre habitations à la faveur de protecteurs situés au sein même de l'appareil militaire. Les fermiers qui y participent tirent profit de cette main-d'œuvre à travers des accords informels qui permettent aux cultivateurs de travailler de manière autonome une parcelle dont les produits sont répartis en deux parts.
une pratique dénommée en Haïti depuis l'époque de Moitié. Ainsi prit naissance un régime original de travail de production qui ouvre la voie au processus de transformation des cultivateurs en paysans et qui par là obtiennent de leur côté un contrôle même limité d'une parcelle où ils peuvent produire les vivres nécessaires à leur subsistance. La configuration singulière que prend l'État haïtien après la proclamation de l'indépendance découle directement de la manière dont ses dirigeants avaient abordé la question cruciale de la relance de la production destinée à l'exportation. Depuis la proclamation de la liberté générale, les chefs de la révolution bénéficient dans l'ordre politique et social en gestation de privilèges refusés aux masses des anciens captifs. L'indépendance leur offre plus tard l'opportunité de se substituer complètement aux anciens planteurs coloniaux et de reprendre à leur compte la vocation économique de l'ancienne colonie. Cette orientation introduit une ligne de fracture profonde entre les cultivateurs et les élites dirigeantes. Autour de cette contradiction irréductible s'est structuré le conflit le plus déterminant de la période post-révolutionnaire haïtienne. Il s'agit non seulement d'un profond désaccord économique, mais aussi un affrontement de conceptions antagonistes de la liberté. Se produit alors un clivage irréductible que l'on peut analyser comme une opposition entre la production de vivres alimentaires et celle de denrées commerciales. Ce clivage façonne en profondeur les formes de pouvoir, les politiques agraires et les dispositifs de contraintes mis en place pour encadrer le travail agricole. En ce sens, la construction de l'État haïtien dès ses origines se trouve liée de manière indissociable à la tentative de concilier deux impératifs contradictoires: affranchir les corps sans rompre avec les exigences du marché atlantique. Merci.